31 mars 2007. Pas de changement de docteur à l'horizon, mais la nouveauté ne manque pas pour la saison 3 de Doctor Who. Rose Tyler a laissé sa place à une jeune étudiante en médecine, Martha Jones. L'annonce de la saison 3 n'était une surprise pour personne, puisqu'annoncée en juin 2005, 2 mois après l'annonce de la saison 2. La production démarre dans la foulée de celle de la saison 2, perpétuant la tradition de l'ère Russell T Davies de ne jamais souffler. Cette fois-ci, pas de petites tardisodes en ligne à déguster en attendant chaque épisode, mais on retrouve la formule gagnante des making-of Doctor Who Confidential sur BBC 3 et de l'émission pour enfants Totally Doctor Who sur BBC One. Celle-ci fait évoluer sa formule, plus de jeux, un rythme plus soutenu, et une aventure animée exclusive diffusée en 12 parties de 3 minutes 30, The Infinite Quest. Avant cette vidéo, je n'avais jamais regardé The Infinite Quest, considérant que c'était une espèce de vague bonus. Et en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il a été pensé pour être un 14e épisode à cette saison. Alors, c'était l'occasion d'enfin le voir. Pour être plus exact, il a l'air de se situer entre les épisodes 42 et Utopia, donc je placerai mon avis à son sujet à ce moment de la vidéo. C'est Freema Agyeman qui est castée et annoncée en juillet 2006 comme étant l'interprète de Martha. L'actrice avait su attirer l'attention de la production lors du final de la saison 2, dans lequel elle possédait un rôle quasi anecdotique. Elle n'est pas la seule à faire son retour, puisque John Barrowman est lui aussi présent, toujours dans le rôle de Jack Harkness dans son cas. Autre retour, de personnages cette fois-ci, les Daleks bien sûr, mais aussi les Makra, énorme crabe venu de l'épisode classique The Makra Terror, ainsi que le Maître, célèbre antagoniste qui signe ici sa première apparition dans la New Who. Maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet. J'ai déjà revisionné les saisons 1 et 2 à l'occasion de leurs 15 ans respectifs, alors j'ai décidé de faire pareil pour la saison 3. J'ai pu constater que cette fois-ci, mon avis avait pas mal évolué sur cette saison. Ce revisionnage a démarré par l'épisode spécial The Runaway Bride, diffusé le soir de Noël 2006. Celui-ci est le premier d'une série d'épisodes spéciaux ne mettant pas en scène un compagnon récurrent, tradition que Russell T Davies perpétuera tout au long de son ère. Car si on sait, avec notre vision de 2022, que Donna Noble deviendra une compagne récurrente lors de la saison 4, ce n'est pas le cas pour les téléspectateurs de 2006. Catherine Tate n'était censée interpréter son personnage que pour cet épisode précis, tout comme le fera Kylie Minogue l'hiver suivant. Si le personnage est le même, Donna n'est pourtant pas écrite ici comme elle le sera plus tard. Elle n'est que vocifération et bougonnerie, ce qui amuse beaucoup de fans, mais m'a toujours tapé sur le système. Pendant très longtemps, cette prestation dans The Runaway Bride m'a ruiné le personnage. Lorsque je voyais la Donna plus posée et approfondie de la saison 4, je n'arrivais pas à l'apprécier, la revoyant gesticulant et piaillant dans sa première apparition. Petit à petit, j'ai réussi à dissocier les deux pour apprécier la Donna de la saison 4 au détriment de celle de The Runaway Bride. Mais cette fois-ci, quelque chose de nouveau s'est produit. Sans aller jusqu'à dire que j'ai adoré le personnage, j'ai décelé chez elle certaines touches que j'avais appris à apprécier dans la saison 4. Pour la première fois, j'ai ressenti de l'empathie pour cette femme furieuse, dépassée et immensément triste. Et j'ai cerné un des éléments qui me la rendait si antipathique et qui ne dépend même pas d'elle, la musique. Véritable problème des Christmas Specials, car pour rappeler qu'il s'agit d'épisodes festifs, ceux-ci sont souvent accompagnés de musique festive, gâchant régulièrement le potentiel dramatique de certaines scènes. De ce côté-là, la musique de The Runaway Bride est un cas d'école. Loin d'être amusante, alors qu'elle est présente pour créer un décalage, elle n'en est qu'agaçante et lancinante. Un peu, pourquoi pas, mais l'épisode baigne dans cette ambiance sonore mièvre, très éloignée du tragique qui se cache véritablement derrière cette histoire. Doctor Who repose sur un mélange très précis entre sérieux et ridicule, un petit peu trop de l'un ou de l'autre, et ça déséquilibre l'ensemble. Eh bien c'est exactement ce déséquilibre que j'ai ressenti devant The Runaway Bride. On ne le dirait pas, mais je n'ai pas passé un mauvais moment devant cet épisode. Si on passe outre les facilités affligeantes du climax, j'ai apprécié la relation entre les personnages, bien plus complexe et douce amère que dans mes souvenirs. Et force est de constater que visuellement, ça tient bien la route. L'Arachnos en fait des caisses, mais c'est tout le sel du personnage, et elle comme son vaisseau possède des designs convaincants et marquants. The Runaway Bride est un épisode qui souffre de son statut de Christmas Special. Les poissons pilotes Père Noël, le sapin de Noël mortel, ne font que rappeler The Christmas Invasion. Cet épisode aurait eu plus de pertinence en début de saison, pour introduire une nouvelle compagne récurrente. Mais ça n'a pas été le cas. La compagne qu'il nous est donné de suivre durant cette saison 3 fait son apparition dans le premier épisode de la saison, Smith & Jones. Martha n'a rien à voir avec Rose. Elle est instruite,
intelligente, réfléchie. Tout au fil de la saison, ses interactions avec son environnement seront bien différentes. Le docteur n'a pas besoin de tout expliquer à Martha. Celle-ci fait des déductions, prend son temps, analyse ce qui l'entoure. Non pas que Rose soit une potiche impulsive, mais elle faisait plus d'erreurs et suivait le docteur plus aveuglément que Martha. Leur point commun, c'est leur amour pour le docteur, et c'est bien là le souci de Martha. À aucun moment cette relation amoureuse à sens unique, qui va prendre de l'ampleur au fil des épisodes, ne semble véritablement crédible. Martha, c'est une femme forte et indépendante, capable de tout sacrifier pour le docteur, de lui faire confiance, et pour autant, à aucun moment cette romance ne paraît logique. À l'exception du baiser, déclencheur de toute cette trame romantique exaspérante, Smith & Jones s'attarde plutôt sur la relation docteur à future doctoresse de ce duo nouvellement formé. Et c'est efficace. Eux, comme les Judoon et la Plasmavore, convainquent. Et nous voici happés dans une course-poursuite haletante dans les couloirs de l'hôpital. L'épisode regorge d'indices pour la suite des événements. C'est un plaisir de décortiquer les éléments menant au climax, puis à l'arrivée de Martha à bord du TARDIS. Sans être un épisode révolutionnaire, Smith & Jones réussit donc à nous proposer une expérience sympathique. L'épisode a globalement bien vieilli dans son esthétique, grâce aux masques des Judoon qui, sans atteindre le niveau de détail de ceux de Fugitive of the Judoon, sont déjà plus que convaincants, prouvant une fois de plus que les effets visuels pratiques collent plus à l'esprit de Doctor Who que la surcharge d'effets visuels numériques. Cette saison 3 aura bien des occasions de nous le prouver, par exemple avec le deuxième épisode, The Shakespeare's Code, qui, s'il bénéficie de costumes et de décors exceptionnels, souffre d'effets numériques extrêmement datés pour être poli. Quoique, en l'occurrence, je ne suis pas non plus tellement convaincue par les maquillages. De manière générale, je trouve les sorcières ratées, que ce soit au niveau de l'esthétique, mais aussi des motivations et de leurs plans. Le retournement de situation finale, s'il est comique, m'a toujours laissé plus perplexe que pantoise. Non, ce ne sont pas les sorcières qui font l'intérêt de The Shakespeare's Code, mais bien le trio Dr. Martha Shakespeare. Ce type de dynamique avec un personnage historique est toujours aujourd'hui un des éléments que je préfère dans Doctor Who. Ici, l'épisode ne fait pas exception. Leurs échanges sont savoureux. Dean Lennox-Kelly s'éclate en William Shakespeare, et l'épisode se paie le luxe d'être très drôle à plusieurs reprises grâce à ses trois compères, que ce soit dans les références à la pop culture ou bien dans des tacles à l'adresse de l'un ou de l'autre. An Ethiop girl, a Suave, a Queen of Africa. Can't believe I'm hearing this. Political correctness gone mad. Tiens, c'est cocasse que cette phrase provienne d'un épisode de Gareth Roberts, qui est un auteur qui a été écarté du Wooniverse en 2019 à cause de ses tweets transphobes. Ah, et c'est cocasse aussi que ce soit cet épisode en particulier qui contienne une mention à J.K. Rowling. C'est fou le hasard quand même. Bref, parlons plutôt de Gridlock. Gridlock est un des épisodes sur lequel mon avis a le plus évolué au fil du temps. Je suis complètement passée à côté lors de mon premier visionnage, avant de le découvrir sous un jour plus clément au visionnage suivant. Et ainsi de suite pour être, 15 ans après sa sortie, le troisième épisode que je préfère dans cette saison. Semi-huis clos à l'ambiance poisseuse où chaque décor semble dégouliné de gasoil, Gridlock est une critique acerbe du capitalisme et du tout-voiture. New York était censé être un nouvel Eldorado, mais tout comme pour sa précédente apparition dans New Earth en saison 2, c'est une ville tube à essai construite pour des ultra-riches, ici tous morts, mais dont les actions sont toujours visibles. La population est accro à des patchs leur dictant leurs émotions et responsable des maux actuels de la cité. La seule solution pour aspirer à une vie meilleure est d'affronter ce terrible embouteillage, engloutissant des années de vie pour quoi, finalement? Alors oui, visuellement ça a pris un sacré coup de vieux. Les voitures, comme les pinces des Macras, ressemblent à des cinématiques vieillottes. Mais tout le reste aide à passer outre. Les décors intérieurs sont bluffants. En partant d'un seul décor remodelé à loisir avec quelques coussins et rideaux, on obtient une ribambelle d'intérieur unique, reflétant à la perfection le tempérament de leurs propriétaires, eux-mêmes tous originaux. Gridlock est un épisode surprenant, avec des personnages attachants, une histoire palpitante, bref une véritable pépite à l'ambiance soignée. Un très bon cru gagnant sur toute la ligne, au contraire du double épisode suivant qui est un petit peu plus en dents de scie. Dans Daleks in Manhattan et Evolution of the Daleks, le Docteur et Martha atterrissent à New York. Ce qui signifie que, alors que nous sommes presque à la moitié de la saison, la pauvre Martha n'a vu que la Lune, mais en restant dans un hôpital londonien, Londres, un New York dans l'espace, mais surtout dans les embouteillages, et le vrai New York. Et bah, pour la variété, on repassera. La première partie, Daleks in Manhattan, nous plonge dans la Grande Dépression américaine. Un univers où la démesure des investisseurs boursiers empiète sur le paysage, alors qu'au pied des buildings s'amoncelle la misère et le chômage. Une fois de plus, le message anticapitaliste est clair.
Ajoutons les rois des fascistes par-dessus le marché, et des répliques type « Je sais que les hommes sont des porcs », et on obtient un épisode engagé sur plein de tableaux. Si on ajoute les nombreuses références au fil de la saison au racisme et à la nécessité pour Martha de faire le double d'efforts pour exister car c'est une femme noire, on peut affirmer sans trop se tromper que la saison 3 est une des saisons les plus engagées politiquement et socialement. Bien que soyons honnêtes, toutes les saisons de Lieutenant sont particulièrement empreintes par ce type de réflexion sociétale. Mais revenons à Daleks in Manhattan, qui a la chance de pouvoir compter sur un excellent casting, comptant entre autres un Andrew Garfield pré-Spider-Man, et sur le retour du culte de Scarrow introduit en saison 2. Une fois n'est pas coutume, le plan des Daleks ne consiste pas à détruire ceux qui ne leur ressemblent pas. Enfin, pas vraiment. Leur idée est plutôt de créer des hybrides humains-Daleks pour pérenniser l'espèce Dalek, quasi assurée d'extinction s'ils gardent leurs principes fondateurs de pureté. Le dilemme est ici intéressant, s'éteindre ou survivre en trahissant ses convictions. La découverte de Dalek sec, mi-Dalek, mi-humain en fin d'épisode propose un cliffhanger des plus satisfaisants. Un hybride existe désormais bel et bien, et il va être intéressant de voir les réactions de chaque faction. Sauf que le deuxième épisode, Evolution of the Daleks, ne rend à mon sens pas vraiment honneur à cette première partie. On fait finalement vite le tour de la question éthique. Si l'entraide entre le Docteur et Dalek Sec est surprenante, dans le bon sens du terme, les Daleks, eux, réalisent rapidement que c'est une erreur vis-à-vis d'eux. Quant aux humains, on leur demande pas tellement leur avis. Les hybrides voient leur humanité ressortir au détriment de leur part Dalek, ce qui est un développement intéressant qui leur permet d'éviter d'être totalement des ersatz de Cybermen. Mais quelque chose cloche. Tout se traîne. Une seule partie aurait probablement donné un épisode trop dense, mais il y a trop peu de contenu dans la deuxième partie, qui se transforme en course-poursuite dans des tunnels et en discussions toutes semblables entre les protagonistes. J'ai été déçue par cette conclusion d'arc qui est retombée comme un soufflet, et je n'étais certainement pas prête pour l'épisode suivant, The Lazarus Experiment. Si l'équipe de Doctor Who a l'air tout à fait enthousiasmée par la créature de The Lazarus Experiment dans le Doctor Who Confidential de l'épisode, ce n'est pas le cas de beaucoup de fans. L'épisode est généralement cité uniquement pour en moquer les effets numériques, et encore ça, c'est quand il n'est pas tout simplement oublié. Et comment blâmer les fans ? L'épisode est d'un point de vue esthétique une catastrophe industrielle, et probablement l'épisode de Doctor Who le plus laid. Si c'était bien là le seul gros point noir de l'épisode, mais l'histoire n'est pas en reste. The Lazarus Experiment est un épisode vide, dont l'intérêt repose uniquement sur son monstre et sa course-poursuite après le Docteur. L'idée d'une magie rajeunissante mêlée à une réinterprétation du mythe chrétien de la résurrection de Lazare n'est pas mauvaise, à défaut de ne pas être des plus originales. Mais la réflexion ne va pas bien plus loin que ça. Pire encore, l'épisode semble avoir été allongé artificiellement, avec cette séquence dans la cathédrale ajoutant une scène de plus dans cette interminable course-poursuite où rien n'a de sens. Pourquoi attendre qu'il se transforme à nouveau ? Pourquoi laisser Martha et sa sœur prendre de tels risques alors qu'elles ne connaissent pas le plan du Docteur ? Pourquoi Martha ne tombe pas à ce moment précis ? Non, rien ne va dans The Lazarus Experiment. Félicitations à cet épisode qui obtient la dernière place au classement Paperpod des épisodes de Doctor Who 15 ans après. C'est mérité. J'étais gonflée d'avance de passer à l'épisode suivant, 42, parce que j'en avais un souvenir vraiment très vague et très oubliable. Et vous savez quoi ? Les bonnes surprises, ça existe aussi. Car si 42 n'est pas un chef-d'œuvre, c'est en réalité un épisode bien plus intéressant que dans mon souvenir. Premier épisode de Chris Chibnall pour la série, celui-ci m'a semblé bien plus appréciable en connaissant les gimmicks de l'auteur. La construction du suspense autour d'un compte à rebours possède de nos jours un écho en l'épisode Eve of the Daleks. Une construction imparfaite dans les deux cas, mais toutefois suffisamment efficace pour installer une tension palpable. Les échanges entre les personnages sont typiquement écrits comme ceux de l'ère Whittaker. Et ça donne un ton particulier qui détonne avec le reste de la saison, là où il s'insère en toute logique dans les dernières saisons. Pas étonnant que l'épisode ait pu laisser sceptique à l'époque. On y retrouve tout de même des thèmes récurrents de la saison. L'exploitation, le capitalisme exacerbé, la toute-puissance de l'argent. Je n'attendais rien de 42 et je me suis retrouvée face à un épisode plutôt sympathique, même si simple. Il est imparfait, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé que c'était un vrai plaisir de le redécouvrir avec notre regard actuel. C'est aussi un épisode où Martha m'a profondément touchée, persuadée de mourir aux confins de l'univers, loin de ses proches, loin du Docteur, qui va enfin la secourir en se mettant en danger, prouvant qu'elle est plus importante pour lui que ce qu'il laisse paraître. Ce qui est d'autant plus tragique qu'il va complètement ignorer son existence et oublier leur relation dans le double épisode suivant, Human Nature et The Family of Blood. Si Dalek et The Edge of Steel étaient déjà inspirés d'histoires préexistantes, Human Nature est le premier épisode directement adapté d'un roman Doctor Who.
L'histoire est sensiblement la même, à l'exception d'un 7e Docteur désormais remplacé par le 10e. Pendant longtemps, ce double épisode figurait parmi mes favoris. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Si j'estime toujours que nous sommes en présence d'un grand épisode, force est de constater que l'histoire pâtit d'une seconde partie plus faiblarde que son introduction. La conclusion est certes tragique, elle laisse un goût curieux en bouche. Pourquoi la famille de sang a-t-elle le droit à un tel traitement de faveur pour lui éviter la punition ? Concernant le reste de l'histoire, les problèmes d'écriture sont les mêmes que l'on retrouve régulièrement dans les épisodes en 2 parties. Une introduction brillante et passionnante, des personnages forts, une histoire intrigante. Le premier épisode est un voyage mystérieux et riche qu'il nous tarde d'explorer plus en profondeur. Le deuxième s'embourbe dans son histoire de siège, mais est heureusement sauvé par la forte et touchante relation entre John Smith et Johan Redfern. Il n'y a pas de mystère, si leur histoire est régulièrement citée par les fans comme l'une des plus belles de la série, c'est pour son aspect tragique, empreint de douceur et d'espoir détruit. Une histoire très humaine à l'échelle de John Smith. Soulignons le talent de David Tennant, véritable caméléon, capable de jouer le Docteur et John Smith de façon si différente, et celui de Freema Agyeman, interprétant une Martha coincée, débrouillarde comme jamais, victime de toutes les discriminations possibles, mais toujours forte aux côtés d'un Docteur perdu. Remarquons également que la saison 3 possède une belle pelletée de thèmes musicaux marquants, continuant l'évolution de Murray Gold en saison 2 vers toujours plus de musique orchestrale et grandiloquente. Il s'agit probablement de la saison dont je préfère la bande originale de toute l'ère RTD. Décidément, cette saison 3 me semble pour l'instant plus intemporelle que les 2 précédentes. Ok, il y a des épisodes datés, mais nous avons également du très bon cru. Quid de l'indétrônable Blink ? Eh bien, probablement sans surprise, Blink est toujours une claque monumentale. De loin le meilleur épisode de cette saison, et même des saisons précédentes. L'épisode n'a pas pris une ride. Les anges pleureurs sont toujours aussi efficaces, les personnages sont tous attachants, on frissonne, on rit, on pleure, on retient son souffle face aux péripéties de Sally Sparrow. Tout est parfaitement calculé, s'imbriquant magistralement au milieu d'une histoire simple en elle-même, mais au développement labyrinthique et tortueux. C'est toujours un immense plaisir de redécouvrir la première apparition d'une espèce qui a autant marqué l'histoire de Doctor Who. On est face à du grand Steven Moffat, du grand Doctor Who, et même en visant plus large, à de la grande télévision. Allez, vous voulez chipoter ? Sur ce plan, les anges ne sont pas à l'échelle. Et les personnages masculins sont tous en chaleur quand Sally est dans le coin. Au-delà de ça, j'ai vraiment pas de reproche à faire à cet épisode qui traumatise les fans depuis déjà 15 ans. Je devrais maintenant m'élancer dans le triple final, mais avant d'enchaîner avec Utopia, on va faire un petit arrêt du côté de The Infinite Quest, vous savez, l'épisode bonus dont je vous ai parlé au début. Je n'avais vu que des bribes de The Infinite Quest. J'avais commencé son visionnage lors de son unique diffusion française, le 23 novembre 2013, mais j'avais bien vite abandonné. Cet épisode animé possède une structure étrange, puisqu'il a été conçu en 12 parties de 3 minutes 30. Le découpage entre chaque partie est flagrant et provoque un certain déséquilibre, entre des parties trop chargées et d'autres nécessitant de broder pour tenir le temps imparti. Côté esthétique, ça a peu vieilli, ça paraît même plus récent que toutes les horreurs sortant depuis quelques années dans les coffrets des épisodes classiques. Le style n'est pas particulièrement à mon goût, mais à l'exception du visage du Docteur, j'ai trouvé l'animation plutôt correcte pour du Doctor Who. Mais concernant l'histoire, comment dire, The Infinite Quest a été pensé pour s'insérer dans la saison 3, mais honnêtement, j'ai plus l'impression qu'il pourrait s'insérer dans un coffret Big Finish. Et pour cause, l'auteur Alan Barnes en a écrit une pelletée. Un épisode télévisé ne s'écrit pas du tout comme un épisode audio, et malgré quelques designs intéressants, j'aurais pu suivre l'histoire en fermant les yeux, tant tout est expliqué en long, en large et en travers par les dialogues. En définitive, je me suis franchement ennuyée devant The Infinite Quest, malgré un début prometteur. L'histoire est prévisible, la relation entre le Docteur et Martha inexistante et l'ensemble bavard. Je n'avais donc pas raté grand-chose en faisant l'impasse dessus ces dernières années. Et c'est donc avec un plaisir non dissimulé que je l'ai laissé derrière moi pour me lancer enfin dans le triple final. Il est important de préciser que le final de la saison 3, depuis toujours, est un de ceux que j'aime le moins. J'ai le souvenir d'avoir aimé sans plus Utopia, d'avoir adoré The Sound of Drums, et d'avoir juste détesté Last of the Time Lords. Ce visionnage 15 ans après la sortie initiale de la saison m'a fait réaliser que mon opinion au sujet de ce triple final avait un petit peu évolué, sans toutefois changer radicalement. Utopia a été une bien meilleure surprise que ce à quoi je m'attendais. Outre son très célèbre cliffhanger, c'est un épisode à l'histoire et au rythme bien mené, présentant des relations entre ces personnages tantôt amusantes, tantôt touchantes.
Le point négatif majeur est la Future Kind, cette race du futur peu originale et physiquement trop proche de la nôtre pour qu'on la prenne au sérieux. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde devant Utopia et j'ai véritablement eu l'impression de voir cet épisode sous un nouveau jour. Un moment sympathique permettant une montée en tension progressive pour les 2 autres épisodes finaux. The Sound of Drums et Last of the Time Lord sont moins dissociables qu'Utopia, qui se déroulait dans une atmosphère bien différente. Sans aller jusqu'à m'avouer déçu, j'espérais plus de The Sound of Drums qui, s'il est brillant dès qu'on voit le maître, n'est au final qu'un fort bon épisode continuant la montée en tension initiée par Utopia. À défaut de l'adorer, je l'ai trouvé très appréciable, mais probablement un peu terni par l'ombre de l'épisode suivant. Celui-ci, s'il m'a, comme je l'attendais, fait souffler du nez une paire de fois, a tout de même réussi à me surprendre, n'étant pas continuellement aussi agaçant que dans mon souvenir. La quête de Martha a su capter mon attention, et si j'aimais déjà ce personnage, mon amour pour la brillante et futée Martha Jones a grandi une fois de plus au fil de ce revisionnage. Du côté du Valiant, j'ai été surprise par la noirceur de certaines scènes sinistres et peut-être même un peu trop crues pour du Doctor Who. L'une d'entre elles n'est d'ailleurs pas disponible dans la version française, pour une raison que j'ignore, alors que c'est celle qui exprime le mieux ce dont je parle. Si je comprends cette volonté de présenter le maître comme un être cruel, ce qu'il est bien entendu, je ne suis pas particulièrement convaincue par les méthodes présentées. Le maître assassine, élabore des stratagèmes alambiqués pour conquérir le monde, oui, jusqu'ici je suis. Mais aucune de ces interactions concernant Lucy par exemple ne colle à l'image que je me fais du personnage. Attention, cela ne m'empêche tout de même pas de trouver l'interprétation de John Simm incroyable. C'est plus l'écriture de l'épisode dans son ensemble qui ne me convainc pas, surtout celle de la fameuse scène du docteur Christique, bien plus divin ici que tous les docteurs divins qu'on nous a resservis par la suite. Un docteur qui s'élève dans la lumière, un docteur ressuscité, qui tend son enveloppe toute vieille et fripée, et honnêtement assez laide. On pense à lui et il redevient le beau et jeune David Tennant, alléluia! Mais donc, au global, que penser de cette saison 3 ? Eh bien, c'est en dents de scie. Le pire du pire côtoie le meilleur du meilleur. Et malgré quelques déceptions plus ou moins attendues, je retiens surtout quelques bonnes surprises et redécouvertes. Oui, il y a des effets numériques immondes, mais il y a aussi des maquillages et des costumes magnifiques. Je préfère cette saison à la précédente. Je la trouve plus osée, plus engagée, avec une compagne excellente malgré un arc romantique dont on se serait volontiers passé. Son départ est pour moi l'un des meilleurs de la New, car il s'agit d'un choix personnel et motivé. Martha s'est épanouie, a découvert ses forces et ses faiblesses, et ne veut pas gâcher sa vie à suivre quelqu'un qui ne voit pas vraiment tout ce qu'elle a sacrifié pour lui. Sa famille a plus besoin de sa présence que le docteur. La saison 3 tente de nouveaux concepts, ramène d'anciens monstres, mais en crée également de nouveaux qui sauront marquer durablement les fans. C'est une saison imparfaite mais variée, qui vaut le détour, et elle est toujours aussi plaisante à revoir 15 ans après sa sortie. Et vous, appréciez-vous cette saison 3, le personnage de Martha, les anges pleureurs, ou peut-être même, qui sait, Lazarus ? Je suis sûre qu'il existe des fans de Lazarus. Dites-nous tout dans les commentaires, et allez revoir cette saison 3. Qui sait, elle pourrait peut-être vous surprendre. Des oublis.